Alors, j'ai le plaisir de présenter et d'introduire la conférence de Stéphanie Ruffy, en l'absence de Daniel Kuhn, qui va nous rejoindre, mais qui ne pouvait pas être là, à cette 3e ou 4e carte blanche, Union rationaliste, Institut d'astrophysique de Paris. Alors, Stéphanie Ruffy, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui, après avoir enseigné la philosophie à Columbia, à Paris 4, à Aix-Marseille, à Grenoble, à Lyon 3, j'en oublie peut-être, hein, et actuellement professeure à l'ENS Ulm de Paris. Elle est professeure de philosophie et sciences contemporaines. C'est intitulé, ou ce titre semble être fait pour elle, parce que précisément cette jeune femme très brillante a enseigné à la fois, a étudié à la fois la philosophie et l'astrophysique. Elle a eu conjointement, et franchement c'est rare et fort, des masters en astrophysique, un DEA, un diplôme d'ingénieur. Voilà Michel. Vous avez été aussi diplômé de super-héros, voilà, et vous êtes par ailleurs pilote. Vous avez un... Ah bon, d'accord. Bon, voilà, et puis vous avez fait un parcours admirable en philosophie, un DUG, un DEA, un master et un PhD à Columbia, voilà. Et vous êtes aussi, avec Michel Leduc qui vient d'arriver, membre du Conseil français de l'intégrité scientifique, conseil que nous connaissons bien parce que Michel nous en a maintes fois parlé de l'importance de ce conseil et de ce qu'est l'intégrité scientifique, sujet qui, à l'Union rationaliste, nous est précieux, important, cher. Vos domaines de compétences sont donc très clairement les sciences et la philosophie. La philosophie et l'histoire de la physique et de l'astrophysique notamment. Vous êtes aussi une philosophe féministe, et en tant que philosophe féministe, je suis heureuse de le dire, mais vous présentez comme philosophe féministe des sciences. Alors je me suis demandé si c'était comme Donna Haraway. Bon, vous peut-être on en parlera à la fin de la conférence, à l'issue de la conférence, et vos domaines sont donc la philosophie de la connaissance, anciennement intitulée logique. Alors, ce soir, nous aurons le plaisir de vous entendre et puis de débattre avec vous sur le thème suivant qui s'affiche à l'écran derrière nous, maintenir la confiance, quels nouveaux enjeux pour le monde de la recherche. Donc c'est avec plaisir que je vous laisse la parole et le micro. Merci beaucoup pour... C'est bon, là, Merci beaucoup pour cette introduction et puis merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager avec vous quelques réflexions, quelques interrogations sur cette question de la confiance envers la recherche, les communautés scientifiques. Question qui n'est certes pas nouvelle, mais qui a, ça ne vous a pas échappé, ces derniers temps, crise Covid oblige, pris une visibilité publique et des enjeux renforcés et particulièrement importants. On se souvient, vous vous souvenez peut-être d'une des premières allocutions du président Macron au tout début de la pandémie, qui dit la chose suivante: un principe nous guide pour définir nos actions, c'est la confiance de la science, c'est la confiance envers la science. Donc d'emblée, au plus haut niveau de l'État, vous voyez que la confiance envers la science est mise au cœur, en tout cas affichée comme étant au cœur de la décision politique qui, pour le coup, affectait très directement et très fortement l'ensemble des citoyens. Cette confiance, ces enjeux de confiance, on les retrouve aussi dans la LPR, surtout le volet science avec et pour la société, où les enjeux de maintien ou de renforcement
ou de rétablissement de la confiance, ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, apparaît comme un enjeu majeur, y compris donc dans cette ELPR. Alors la centralité de cette question, aujourd'hui, dans nos sociétés dites sociétés de la connaissance, n'est guère surprenante. Il faut d'abord se rappeler, là aussi je ne vous apprends rien, il faut d'abord rappeler une caractéristique essentielle de nos sociétés contemporaines, dont nous faisons toutes et tous l'expérience très quotidiennement, que ce soit dans notre vie quotidienne ou aussi quand on travaille dans les collectifs de recherche, c'est que l'essentiel des connaissances que l'on estime avoir sur le monde, donc l'essentiel des croyances que l'on tient pour valides, sont des connaissances par procuration, c'est-à-dire qu'on s'en remet à d'autres pour entretenir ces connaissances. C'est-à-dire que la fraction des croyances que l'on entretient sur le monde et pour lequel on aurait un accès direct à la justification est extrêmement ténue ou alors réduite à des connaissances assez triviales sur le monde. Donc quand je dis que je connais l'altitude du Mont Blanc, donc je regarde mes notes, 4809 mètres, je ne suis pas montée, je n'ai pas fait d'expérience, je n'ai pas fait de mesure. Il en est de même quand je pense savoir quelque chose sur la constante de Planck ou l'innocuité du vaccin X ou Y ou encore telle ou telle caractéristique de l'ampleur du réchauffement climatique. Je n'ai pas d'accès direct au processus de justification, sinon je serais expert moi-même de cette question-là. Donc, en tant qu'individu, je ne suis pas du tout autonome dans les connaissances que je peux avoir sur le monde. Je ne suis pas du tout autonome, je dépends d'autres. Je m'en remets, je connais par procuration, je m'en remets à d'autres, à des experts, comme on dit aujourd'hui, pour, encore une fois, la quasi-totalité des croyances que j'estime valides sur le monde. Donc ça, ce n'est pas un scoop. En philosophie de la connaissance, il y a bien longtemps qu'un certain nombre d'auteurs ont écrit sur les conséquences de cette connaissance par procuration. Donc je citerai peut-être simplement John Hardwig, qui va jusqu'à dire de façon assez provocatrice qu'aujourd'hui, il est souvent irrationnel de penser par soi-même. Irrationnel de penser par soi-même, pourquoi? Parce qu'être rationnel, c'est au contraire s'en remettre à ceux et celles, les experts, qui sont mieux placés que nous épistémiquement pour avoir un accès direct à la justification. Donc on est très fortement dans un lien de dépendance à l'expertise en général et l'expertise scientifique en particulier, d'où la question d'avoir de bonnes raisons de faire confiance à telle personne ou à tel groupe de personnes plutôt qu'à tel autre, quand on veut fonder ses actions sur des connaissances fiables, des connaissances scientifiques. Donc autrement dit, aujourd'hui, sans confiance, pas de savoir. Et vous avez donc un lien intrinsèque essentiel entre connaître et faire confiance. Et ça, c'est du point de vue de l'histoire de la philosophie des connaissances, c'est un renversement majeur. Pourquoi? Parce que l'épistémologie, elle devient en quelque sorte seconde au regard de considérations morales et éthiques. Il y a d'abord la question de bonnes raisons de faire confiance à quelqu'un ou à un groupe d'individus, et vient ensuite des considérations sur la justification de cette croyance qui, encore une fois, et par procuration, est indirecte. Donc ça, c'est la première remarque liminaire que je voulais faire, donc cette perte d'autonomie en tant que sujet individuel connaissant. Premier autre ingrédient, toujours dans mon introduction, donc là, c'est que la décision politique, je ne vous apprends rien non plus, est plus que jamais nourrie d'expertise scientifique, ou tout du moins, on peut le souhaiter. Troisième ingrédient, je ne vous apprends toujours rien, c'est que l'impact de la recherche et de l'innovation dans nos vies quotidiennes est à un degré sans précédent. Les travaux d'un Newton ou d'un Darwin ont certes bouleversé la biologie ou la physique de leur temps, mais ça n'a pas beaucoup bouleversé la vie quotidienne de leurs compatriotes, de leurs contemporains. Ce qui se passait, alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans un laboratoire, alors pas tous les laboratoires, mais ce qui se passe dans beaucoup de laboratoires, si on songe par exemple laboratoire qui traite d'intelligence artificielle ou de manipulation du génome, donc ce qui se passe dans un laboratoire aujourd'hui affecte rapidement et très fortement l'ensemble des citoyens dans des dimensions essentielles de leur vie. Et donc ça, c'est une caractéristique à un degré sans précédent des sociétés dans lesquelles on vit. Donc si vous mettez ces trois ingrédients ensemble, donc perte d'autonomie, centralité de la science dans nos vies, et centralité, on peut l'espérer, de la science dans les prises de décision politiques, eh bien, vous avez donc cette intensification très marquée de la question de la confiance dans l'expertise scientifique. Et ça devient un enjeu politique et sociétal majeur.
À quelles conditions on peut faire confiance? Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est... Alors, c'est quelque chose qui est de plus en plus perçu par le monde de la recherche, par les comités scientifiques. Donc, comment se préparer à ça? Comment agir pour être non seulement digne de confiance, mais pour qu'on puisse orienter correctement la confiance envers les bons experts, en tout cas, établir en quelque sorte une capacité de attribuer sa confiance à bon escient. Alors, ce que je vous propose comme structuration de mon exposé, après cette longue, ces propos liminaires longs, c'est en fait ce que je voudrais donc d'abord c'est repartir, et ce sera j'ai que deux diapos à vous montrer, c'est repartir de quelques études qui essaient de caractériser la confiance qu'accordent ou pas les gens aux communautés scientifiques et aux chercheurs. Donc je partirai sur quelques petits commentaires sur ces études, ces sondages d'opinion, ces études d'opinion dont on dispose aujourd'hui pour mettre en avant quelques spécificités intéressantes de cette relation de confiance. Et ensuite, je voudrais discuter avec vous plusieurs évolutions significatives de, comme on dit, de l'écosystème de la recherche et de sa relation avec d'autres composantes de la société qui amènent, il me semble, à envisager d'autres leviers d'action en matière de renforcement de la confiance, à envisager d'autres leviers d'action complémentaires des leviers d'action déjà bien identifiés, que sont le développement de la culture scientifique. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, j'ai essayé de proposer que c'est peut-être pas là que ça se joue essentiellement aujourd'hui, en 2022, dans nos sociétés contemporaines. Donc, au-delà de ces questions de formation à la démarche scientifique, à la culture scientifique, les questions de neutralité des experts, ce sont des problèmes déjà bien identifiés. Je voudrais attirer votre attention sur d'autres évolutions qui sont liées, je les annonce simplement et puis je les reprendrai, qui sont liées premièrement à une accessibilité sans précédent, non seulement des résultats de la science, mais aussi des processus de production des résultats de la science, donc j'y reviendrai. Et puis, deuxième temps, centralité de la figure de l'expert scientifique. Cette centralité de la figure de l'expert scientifique, elle invite à reconsidérer les différents rôles quand on passe du rôle de scientifique à rôle d'expert, donc quand on s'inscrit dans un processus de décision politique. Je voudrais vous proposer différentes figures possibles de l'expert qui relèvent d'un choix individuel ou collectif des communautés scientifiques. Et puis si j'ai le temps, mais je ne sais plus du tout combien de temps il faut que je parle, si j'ai le temps, je parlerai un petit peu des appels incessants à la participation dans la production des connaissances qui est susceptible de renforcer la confiance. Je dois parler combien de temps? Excusez-moi, je ne me souviens plus. De l'ordre de l'heure? Ah bah, je ne tiendrai pas une heure, je pense. Je vous rassure. Bon. OK. Alors, ce que je vous propose... voilà, donc juste commencer par... donc ça, c'est une étude qui est déjà un peu datée, mais les résultats ne bougent pas tellement. En Europe et en France, on dispose d'enquêtes d'opinion régulières concernant le degré, la façon dont les gens font confiance ou pas dans ce que disent les communautés scientifiques. Donc, j'aime bien montrer celui-là, d'abord parce que vous voyez qu'il y a un biais dans l'échantillon, puisque ce sont des lecteurs de Scientific American, donc des gens qui ont un certain rapport à la connaissance scientifique, en tout cas une certaine sensibilisation. Et donc, vous voyez comme moi, je rapproche parce que vous voyez comme moi, donc la question qui était posée, c'est à qui faites-vous typiquement confiance pour vous procurer des informations fiables sur des problèmes importants de la société? Et puis vous voyez, et ça c'est en concordance avec le résultat de toutes les enquêtes d'opinion, à quelques variations près d'un pays à l'autre, où il y a eu des petites fluctuations pendant la période de pandémie, en particulier en France, mais tout ça se restabilise après. Donc vous voyez que les communautés scientifiques restent très largement sur la marche numéro 1, enfin en haut du podium, enfin très largement. Ça dépend des domaines, on va le discuter. Mais en tout cas, vous voyez donc l'échelle 3 neutre, 4 on fait confiance, 5 on fait hautement confiance. Donc on est toujours sur la marche la plus élevée du podium, suivi pour des raisons assez explicables à qui on fait confiance, eh bien à nos amis, à nos familles. Après arrivent les ONG, des groupes de citoyens, on peut mettre ça ensemble, puis là ça commence à chuter, les journalistes, le secteur privé, nos pauvres représentants élus sont dans les choux,
et les religieuses, les autorités religieuses sont encore plus dans les choux. Mais bon, ce sont les lecteurs de Scientific American et Nature. Donc des lecteurs qui connaissent assez bien aussi comment fonctionnent les communautés scientifiques, qui n'ont pas d'idées naïves, ni dans un sens ni dans l'autre. Et donc vous voyez de très fortes différences, enfin des fortes différences en tout cas statistiquement significatives, je ne m'approche pas, statistiquement significatives. Donc vous voyez que selon les domaines, la confiance accordée varie d'une façon intéressante, en tout cas parlante, et sans surprise aussi. Il est très facile d'avancer quelques explications à ces différentiels. Il y en a plusieurs. Déjà, on peut penser que dans certains domaines, la question des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt peut impacter plus facilement que dans d'autres. C'est sûr que quand on travaille sur l'origine de l'univers, on a peut-être moins sollicité par telle ou telle autre composante de la société pour faire dans ces recherches. Donc il y a bien évidemment cette question-là qui peut expliquer. Il y a aussi la question de l'impact que ça a dans nos vies, c'est-à-dire que si je ne devrais pas dire ça ici, mais si un cosmologiste se trompe sur ce qui arrive 3 nanosecondes après le Big Bang, bon, c'est embêtant parce que ça coûte très cher, mais ça ne va pas bouleverser nos vies. Donc on peut faire peut-être confiance, on est moins à l'affût, on est moins sur la sellette. Donc vous voyez, on retrouve évidemment, plus on s'approche de ce qui a un impact sur nos vies quotidiennes, plus les gens qui sont au courant de ce qui se passe en sciences sont plus réticents à accorder leur confiance. Alors, bon, néanmoins, retenons qu'on est toujours sur la plus haute marche du podium, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un autre résultat, là aussi un petit peu plus récent, je crois que c'est en 2016. Donc là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la confiance est toujours là, mais qu'il y a de plus en plus de différences faites entre la question de la confiance dans les communautés scientifiques et la question de l'évaluation. Je ne sais pas si on voit bien, c'est un peu flou. La question de l'évaluation du caractère bénéfique ou pas des avancées des sciences et des innovations que l'on peut en déduire. Alors ça, j'en parlerai pas beaucoup, mais souvent, il faut dissocier la question de la confiance dans les communautés scientifiques de celle de l'évaluation du caractère, encore une fois, bénéfique ou pas de ce qui sort des processus de science et d'innovation. J'ai mis cette petite enquête pour attirer votre attention aussi sur le dernier item. Donc en France, les citoyens sont suffisamment informés, consultés sur les débats et les enjeux de la recherche, et on voit qu'une majorité de personnes estiment finalement ne pas être assez impliquées dans ces questions-là. Alors évidemment, la question est très vague, je redirai un petit mot à la fin si j'ai le temps, quand on parlera des avantages ou des vertus envisageables d'une plus grande participation directe des citoyens à certaines phases de production des connaissances. Voilà, donc j'arrête mon diapo, je le remettrai tout à l'heure. Très difficile, en plus c'est très difficile. Voilà, donc je vous ai dit à l'oral essentiellement, en plus ça ne sert à rien. Ouais, mais c'est voilà, donc il faut juste retenir que les deux choses que j'ai dites à l'oral pour la suite sont l'essentiel. Donc, hop, je sors de cela. Non, je vais plutôt remettre, excusez-moi, je vais plutôt remettre le... voilà. Hop, en attendant la prochaine. Alors donc, venons, donc ça c'est voilà, je voulais faire juste quelques rappels sur le fait que cette confiance nous oblige et donc nous invite à nous interroger sur des évolutions de la façon dont les communautés scientifiques fonctionnent et quel impact ça peut avoir sur ce terme de confiance et comment maintenir ou renforcer cette confiance qui est toujours là, mais qui, encore une fois, n'est pas forcément c'est pas gagné ad vitam aeternam. Alors, donc, le premier point que je voudrais discuter avec vous, la première évolution que je voudrais discuter avec vous, c'est cette accessibilité à des degrés sans précédent, donc non seulement des résultats de la science, mais aussi des différentes phases de production des résultats scientifiques. C'est en quelque sorte, je dis souvent qu'on a en quelque sorte ouvert la fenêtre ou la porte, je ne sais pas, sur les arrière-cuisines de la science, c'est-à-dire sur la science en train de se faire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Avant, le citoyen lambda, il avait un accès très filtré aux connaissances scientifiques.
il avait un accès très filtré, soit par la communication scientifique, hein, tout établissement est doté d'un service de communication, soit par la vulgarisation. Aujourd'hui, avec les développements que nous connaissons en termes de sciences ouvertes, vous avez, en tout cas en principe, vous avez un accès beaucoup plus direct, non filtré, non filtré aux résultats eux-mêmes, aux publications, mais non seulement aux publications, mais vous avez aussi, on en a largement parlé pendant la crise Covid, vous avez aussi un accès au préprint, hein, donc un recours accru aux serveurs de dépôt de prépublication, donc avant validation par les pairs. Donc vous avez une diffusion plus rapide, bien sûr, ce qui est souhaitable au sein des communautés scientifiques, mais aussi une exposition plus rapide de la science en train de se faire avant la validation par les pairs et donc le passage au stade de publication et de valider, le tampon de validation par les pairs. Et on a vu qu'un certain nombre de groupes d'intérêt, de composantes dans la société ne se sont pas privés d'utiliser des préprints, des médias aussi, différentes composants de la société ne se sont pas privés d'utiliser ces préprints à l'appui de positions qu'ils voulaient défendre. Donc ça, c'est une première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est aussi, donc de cette ouverture sur les arrière-cuisines de la science, c'est aussi le développement de plateformes de commentaires critiques post-publication. Alors en France, on connaît, je crois qu'on a tous à peu près entendu parler de PubPeer. Donc là, vous avez aussi et donc n'importe qui peut aller voir ce que les pairs, ou pas les pairs d'ailleurs, pensent d'un article ou signalent un article qui est déjà publié, qui a déjà reçu le tampon de validation par les pairs. Donc ça, c'est une autre forme d'ouverture sur les arrière-cuisines de la science. Et puis vous avez troisième caractéristique dont on peut reparler. On a aussi assisté très nettement à une multiplication de la prise de parole des scientifiques dans l'espace public. Et cette multiplication de la prise de parole des scientifiques dans l'espace public, elle est d'autant plus intensifiée que je vais revenir, que le débat scientifique, le débat entre pairs, déborde aujourd'hui très largement, déborde de plus en plus les enceintes plus ou moins bien policées, les enceintes académiques plus ou moins bien policées, avec un débordement, je vais revenir en particulier sur les réseaux sociaux. Donc bref, si vous mettez tout ça ensemble, ces évolutions qu'on connaît bien dans notre vie quotidienne de chercheurs, si vous mettez tout ça ensemble, eh bien vous avez une accessibilité, une visibilité publique plus forte, des incertitudes, des tâtonnements, des processus d'autocorrection de la science. Et d'ailleurs, une question qu'on peut se poser, mais je n'ai pas la réponse et j'aimerais en discuter avec vous, qui à mon sens est une question empirique, c'est quel est l'impact? Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui commencent à monter des projets de recherche pour essayer de regarder ça de façon un petit peu précise, c'est quel est l'impact de cette transparence accrue sur la science en train de se faire, en train de s'autocorriger, en train de tâtonner. Donc quel est l'impact sur la question de la confiance des gens envers ce que disent les communautés scientifiques? Parce que là, à première vue, on pourrait dire oulala, c'est une catastrophe, l'impact est négatif. Les gens se contredisent, ils s'écharpent sur Twitter, etc. Bon, mais en fait, c'est pas sûr. Enfin, il me semble que c'est une question ouverte parce qu'on est dans des sociétés qui valorisent, en tout cas qui se présentent comme valorisant la transparence. Donc, qu'est-ce qu'il emporte des deux effets qui tirent dans des sens opposés là, on aime bien dans les restaurants maintenant voir ce qui se passe en cuisine. C'est à la mode à Paris, vous avez vu d'avoir des cuisines où on voit tout ce qui se passe. Donc voilà, donc là, il me semble que c'est une question empirique ouverte. Je serais heureuse si certains, vous avez des éléments là-dessus, je serais heureuse de vous entendre apporter des éléments. En tout cas, vous avez assurément une visibilité publique du dissensus scientifique qui est, je l'ai dit, intensifiée, en particulier en période de science urgente, comme on vient de le vivre avec le Covid, mais qui va rester. On ne va pas revenir à un régime, on ne va pas refermer le couvercle et revenir à un régime où ne sortent que les résultats par la médiation ou par la communication scientifique ou par la vulgarisation. Donc, je voudrais en dire un petit peu plus maintenant sur cette question d'une plus forte exposition des citoyens à des avis scientifiques divergents. On l'a vu évidemment pendant la crise, mais pas seulement.
Alors on peut dire qu'en fait, c'est un peu comme une situation d'open bar. Hein, on peut se retrouver, dans certains cas, devant un buffet bien garni de propositions scientifiques, parfois en partie contradictoires, dont on ne connaît pas forcément, quand on n'est pas scientifique soi-même, dont on ne connaît pas forcément les différences en termes de statut. Est-ce que c'est validé par les pairs? Est-ce que ça a été critiqué post-publication ou pas, etc. Donc, qui plus est, je l'ai dit tout à l'heure, qui plus est dans des espaces de diffusion où ces propos scientifiques, ces propositions scientifiques se trouvent mélangées à des affirmations ne venant pas des communautés scientifiques. Autrement dit, en tant que citoyen lambda, j'allume ma télé ou je vais sur Twitter ou autre, et puis je peux me retrouver, alors pas tout le temps, mais pour certaines situations qui précisément peuvent impacter ma vie quotidienne, je peux me retrouver à entendre un expert A qui affirme X, un expert B qui dit non, c'est pas sûr, tes données sont insuffisantes, un expert C qui dit il y a une hypothèse plus plausible avec les mêmes données, c'est celle-là, un expert D qui est chercheur au CNRS, mais pas du tout dans le domaine en question et qui va dire non, tout ça est faux, voilà la bonne interprétation, et puis un expert E qui est complètement autoproclamé, et puis tout ça va se trouver dans un régime de concurrence, dans un même espace de diffusion, un même espace public. Alors là, c'est le paradis pour les biais de confirmation. C'est le paradis pour les biais de confirmation parce que on va aller piocher, et on le fait tous à des degrés divers, on va aller piocher dans cette masse d'informations dont, encore une fois, il n'est pas toujours facile de déterminer exactement le statut, même quand c'est produit par les communautés scientifiques. Donc on se trouve à aller piocher, donc c'est vraiment ça peut être une forme de cherry picking, on va aller piocher, et on le voit de façon très courante, on va aller piocher, biais de confirmation, dans le sens... on va aller piocher les informations qui vont dans le sens de nos valeurs, de nos préférences politiques ou économiques, de nos intérêts. Donc ça, c'est quelque chose de très humain, là aussi je ne vous apprends rien, et qui est accentué par cette coexistence au sein de même forum, de même espace de propositions ayant des statuts différents. Donc soyons réalistes, je le disais tout à l'heure, soyons réalistes, on ne va pas refermer la porte ou le couvercle, la porte de la cuisine ou des arrière-cuisines de la science, on ne va pas revenir à un accès beaucoup moins direct à ce qui se passe en science. Et donc il faut dès lors, la première conclusion que je tire de tout ça, c'est qu'il faut dès lors, absolument il me semble, et ça c'est pas non plus un scoop, il faut dès lors être capable, non pas de se faire une opinion par soi-même de la solidité d'une justification ou de la solidité d'un résultat, parce qu'encore une fois, on serait expert soi-même si on y arrivait, mais il faut qu'on puisse distinguer un bon expert d'un moins bon expert ou d'un pseudo-expert. Entre l'expert A, B, C, D, E que j'ai évoqué tout à l'heure, comment on s'y retrouve? Et il faut pouvoir s'y retrouver, encore une fois, sans être capable de dire la justification, là, elle est bonne ou pas. Encore une fois, autrement, on serait soi-même expert de cette affaire-là. Et donc ça, c'est la vieille question que posait déjà Platon dans les Charmides, quand il fait demander à Socrate, est-ce qu'on peut distinguer un vrai docteur d'une personne qui se prétend docteur? Donc là, la question est certes pas nouvelle, mais cette question de la confiance envers le discours scientifique apparaît ici étroitement liée à la capacité d'un individu d'évaluer la fiabilité d'un expert, et donc j'insiste, je répète, d'évaluer la fiabilité d'un expert sans pouvoir évaluer la fiabilité de ce qu'il dit. Autrement, encore une fois, je serai expert. Autrement dit, si on prend toute la mesure de ce phénomène de connaissance par procuration, de cette dépendance que l'on a aux experts, plus ce que je viens de décrire, cette accessibilité sans précédent à la science en train de se faire, cette multiplication, cette coexistence dans des mêmes espaces d'expression de différents experts et propositions, eh bien, il faut être absolument équipé pour s'y retrouver. Autrement dit, il faut encourager le développement d'une expertise sur l'expertise, c'est-à-dire encourager, dès le plus jeune âge, un apprentissage des critères qui permettent d'accorder sa confiance à bon escient, c'est-à-dire d'accorder sa confiance, d'avoir de bonnes raisons de croire
telle personne ou telle communauté plutôt que telle autre en toute connaissance de cause à bon escient. Et ça, il me semble que c'est un ingrédient tout à fait aussi important qu'une familiarisation à la démarche scientifique ou au contenu même des sciences. Il ne s'agit pas de... L'un n'empêche pas l'autre, mais ça, il me semble ça. Et ça, cette proposition, elle n'est pas du tout inédite, je n'invente rien. Il y a toute une littérature en épistémologie sociale qui discute justement de ces critères qui permettent de dire, là, j'ai raison de lui faire confiance, j'ai quelques bonnes raisons de lui faire confiance à lui plutôt qu'à lui ou plutôt qu'à elle. Et donc, juste pour évoquer quelques-uns de ces critères qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est presque du bon sens, là aussi pas de révélation. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, regarder si l'expert qui est en train de s'exprimer, est-ce qu'il a une position d'outsider dans une communauté scientifique ou est-ce qu'il est d'accord avec d'autres experts? Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle l'argument du nombre, mais l'argument du nombre tout seul, il ne faut pas le suivre, parce que si tous les experts qui sont d'accord avec l'expert A, c'est des experts qui dépendent de l'expert A parce qu'ils sont dans la même équipe ou parce que l'expert A les finance, ou etc. Donc là, l'argument du nombre, il tombe. Donc il faut regarder aussi s'il y a des liens de dépendance entre les experts qui soutiennent l'expert A dont vous vous interrogez quant à la crédibilité. Donc ça, c'est très discuté. Un autre critère très discuté, c'est regarder le track record, comme ils disent, c'est-à-dire de regarder cet expert-là, quand il a pris la parole par le passé, est-ce que ce qu'il a dit, ça a tenu la route, ou est-ce que finalement, on s'est aperçu que ça ne tenait pas la route? On peut regarder aussi tout simplement le CV des gens, c'est-à-dire quels sont les signes de reconnaissance par ses pairs. Est-ce que ces signes de reconnaissance justifient que l'on place cet expert, que l'on accorde cette confiance à cet expert? Alors vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas facile de s'y retrouver, de lire un CV académique, de dire, là, cette médaille ou ce machin, ça vaut rien, alors que cette reconnaissance-là, ça vaut quelque chose. Mais on peut se dire, ça, c'est peut-être quand même moins difficile que d'être capable directement de comprendre la justification de tel aspect du réchauffement climatique ou comprendre la justification de tel aspect de l'innocuité d'un vaccin. Il me semble que là, en termes d'accès épistémique, l'un est plus facile que l'autre. En tout cas, il me semble intéressant d'agir dans ce sens. Donc ça, c'est le premier levier d'action que je voulais partager avec vous, et je serai heureuse d'échanger tout à l'heure avec vous. Je voudrais maintenant aborder les conséquences de cette ouverture de la science pour nous, c'est-à-dire pour les communautés scientifiques elles-mêmes, en matière de bonnes pratiques, d'intégrité scientifique comme on dit, de bonnes pratiques en général. Autrement dit, quelles sont les conséquences de ces formes d'ouverture que j'ai évoquées tout à l'heure en termes de nouvelles responsabilités que nous avons, nous, les communautés de chercheurs, et plus largement les institutions scientifiques et d'autres acteurs du monde de la recherche. Parce qu'à première vue, on pourrait se réjouir de cette ouverture plus large à la critique. Donc, ouverture plus large à la critique, élargissement temporel, je l'ai dit tout à l'heure, élargissement temporel, puisque les préprints peuvent être sur la sellette. Il y a maintenant des préprints qui sont rétractés. Ce n'est même plus seulement les publications qui sont rétractées, mais les préprints peuvent être rétractés. Donc, vous avez un élargissement temporel de critique avant la publication, avant le jugement par les pairs, pendant évidemment traditionnellement la soumission, et puis après la publication, avec ce phénomène qui se développe de critique post-publication sur des plateformes comme PubPeer. Donc ça, c'est l'élargissement temporel. Et puis, vous avez aussi un élargissement des acteurs. C'est plus seulement les pairs qui sont susceptibles de critiquer, mais cela peut être, alors d'une façon certes limitée, en principe n'importe qui, puisque n'importe qui peut aller sur PubPeer et commenter un article, mais aussi, non pas seulement les pairs, mais aussi certains acteurs des communautés scientifiques qui se spécialisent dans ces processus de critique post-publication, et qui donc s'investissent d'un rôle différent du rôle d'évaluation classique, parce que quand on évalue un article, on ne met pas sa casquette de Sherlock Holmes pour aller chercher où l'auteur a éventuellement s'est écarté des standards de bonne pratique. L'hypothèse par défaut, c'est que les gens font leur travail correctement, il me semble, quand on évalue un papier. Donc ce n'est pas exactement le même type d'évaluation. Bref, donc si vous ouvrez plus rapidement et à davantage d'acteurs l'examen critique d'une proposition scientifique, à première vue, vous pouvez espérer que cela augmente l'efficacité du processus de critique.
Puisque, souvenez-vous, c'est critique par les pairs qui est à la base de l'objectivité, la prétention justifiée de la science à l'objectivité, et donc, in fine, à la base de la confiance que l'on peut accorder à la science, et encore une fois, à juste titre, quand tout ça fonctionne bien. Autrement dit, là, on est un peu dans l'héritage des vertus que quelqu'un comme John Stuart Mill prêtait à ce qu'on peut appeler le marché libre des idées, où finalement la critique, par des pairs et au-delà, a un effet de filtrage accentué qui permet de se débarrasser avec une plus grande efficacité des résultats, des mauvais résultats, quelle que soit la raison pour laquelle on estime qu'ils sont mauvais. Donc cette ouverture à une critique plus large constitue, il me semble, on pourra en discuter, constitue une opportunité majeure à première vue pour la science pour renforcer l'efficacité des différents filtres qui garantissent, encore une fois, sa fiabilité, sa crédibilité, à condition, bien sûr, que les bonnes pratiques qui régulent la critique traditionnelle entre pairs régulent également ces forums plus ouverts. Parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas tout à fait gagné. Et souvent, cela fait un peu désordre pour le citoyen lambda qui regarde ce qui se passe en dehors de la critique par les pairs au moment de la soumission, qui est moins visible. Le grand sociologue Robert Merton avait, dès 1942, rappelé que la critique devait être dépersonnalisée, dépassionnée, s'appuyer sur des faits empiriques robustes, etc. etc. On sait qu'elle ne l'est, le monde n'est pas parfait, on sait qu'elle ne l'est pas toujours autant qu'on pourrait le souhaiter dans l'entre-soi des enceintes académiques, mais elle est assurément plus qu'ailleurs, mais elle est assurément encore moins quand les échanges entre scientifiques, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand les échanges entre scientifiques débordent dans d'autres sphères, par blog ou tweet interposés. Alors évidemment, c'est une toute petite fraction des échanges scientifiques. Néanmoins, ce sont ceux-là qui attirent de façon disproportionnée l'attention des autres composantes de la société. Donc là, on a une responsabilité majeure quand on prend la parole hors des enceintes académiques, donc sur ces différents forums, en termes donc de conséquences que ça peut avoir sur la confiance qu'on accorde à la parole scientifique. Autrement dit, ces questions de bonne pratique ne s'arrêtent pas aujourd'hui à la porte d'un laboratoire, parce que les modalités d'interaction entre chercheurs, sans parler des modalités d'interaction des chercheurs avec les autres composants de la société, les modalités d'interaction entre chercheurs sortent elles aussi des enceintes académiques. Et donc ça nous place devant de nouvelles responsabilités en tant que chercheur quand on intervient hors des enceintes académiques. Alors là, l'Office, je fais un petit coup de pub sur le colloque, l'Office français d'intégrité scientifique a fait un colloque au Collège de France je ne sais plus quand c'était, en mai dernier, je crois, et c'était précisément d'initier, enfin d'initier, enfin on ne dit pas initier, comment on dit, de lancer une réflexion, une autoréflexion sur nos pratiques en termes de prise de parole hors de ces forums traditionnels que sont la publication scientifique ou les conférences académiques, et de nos responsabilités quand on prend la parole en tant que chercheur dans d'autres sphères, avec un certain nombre de questions que je peux partager avec vous. Alors l'Office va produire un certain nombre de documents qui essayent de synthétiser ce qui nous semble être un certain nombre d'acquis sur ces questions-là, mais je voudrais juste partager avec vous 2 ou 3 caractéristiques de ces responsabilités, de ces nouvelles responsabilités quand on prend la parole dans d'autres espaces. D'abord, il y a cette tension, alors je ne sais pas, je voulais aussi partager ça avec vous, il y a cette tension entre le fait que quand on parle sur un plateau télé ou sur Twitter ou je ne sais où, on parle à titre individuel, alors que c'est Madame X ou Monsieur Y qui tweet ou qui est invité à la matinale de France Inter ou je ne sais quoi, alors que quand on s'exprime, quand on prend la parole au sens large, quand on s'exprime en tant que chercheur, c'est essentiellement, à part peut-être dans certains domaines scientifiques, c'est essentiellement une prise de parole collective. Pas seulement parce qu'on signe un article à plusieurs, mais aussi parce que, justement, il y a eu le jugement des pairs qui est venu ratiboiser, ou en tout cas nous remettre sur le droit chemin, le cas échéant. Donc là, vous avez donc un contraste, une tension, je ne sais pas, mais en tout cas un contraste, une prise de parole individuelle non filtrée dans le public, et puis ce qui est traditionnellement et ce qui fait sa valeur, le côté filtré par les pairs, collective et filtré, la prise de parole traditionnelle, quand on publie par exemple, etc. Alors
évidemment, de là à dire qu'il faudrait collectiviser ou je ne sais quoi, ou filtrer par les pairs la prise de parole publique, c'est une question qui a été posée au colloque. La question, évidemment, quand on parle de filtre, il y a aussi, est-ce que c'est un filtre a posteriori ou un filtre en amont? Alors je pense que tout le monde est d'accord pour dire on ne va pas filtrer en amont ce que telle ou telle personne va aller dire sur un plateau télé. Hein. Mais par contre, certaines interrogations, mais pas du tout consensuelles, mais je voudrais les partager avec vous, posent la question d'un filtre a posteriori par les pairs. C'est-à-dire de faire de la qualité de la prise de parole, mais ça, ce n'est pas du tout consensuel. Hein, donc, ce que je dis, ce n'est pas que je l'approuve, mais je voudrais en discuter avec vous. C'est de faire de la... par exemple, on s'évalue sans cesse, hein, donc on évalue les produits, les publications scientifiques de nos petits camarades dans notre champ. Est-il désirable aussi de se pencher sur la qualité, pas de leur expression par la publication, mais de leur expression dans la sphère publique, étant donné les responsabilités et l'impact qu'a cette dimension du métier de chercheur. Après tout, hein, tous les pays sont équipés, enfin, on a le Comité national du CNRS, on a le CNU, etc., des instances où on pourrait imaginer, a posteriori, se prononcer sur la qualité de cette dimension du métier de chercheur. Pas du tout consensuel, on pourra en reparler tout à l'heure. Donc voilà, c'était l'essentiel, je regarde, je ne veux pas être trop longue, oui, j'arrête là. Ok, puis alors bien sûr, non, j'arrête là, ok. Alors, on pourra en reparler tout à l'heure. Donc maintenant, ça m'amène au deuxième temps de mon exposé, qui est celui de la conséquence de la... ce que j'avais annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire conséquence. Donc j'ai insisté tout à l'heure sur la centralité de l'expertise scientifique dans nos sociétés. Quelles conséquences sur le rôle, enfin, comment est-ce qu'on pourrait s'interroger hein, quand on passe du rôle de scientifique au rôle d'expert, donc quand on, à des degrés divers, intervient dans une prise de décision, comment est-ce qu'on peut réfléchir au rôle que l'on occupe comme expert en tant que chercheur? Autrement dit, je fais une phrase qui a un début et une fin, autrement dit, il me semble je voudrais partager avec vous un certain nombre de propositions de clarification du positionnement des experts engagés donc, dans des processus de décision, ou en tout cas en interaction avec des décideurs. Et il me semble que cette clarification et cette sensibilisation à différents rôles que l'on peut jouer devrait faire partie intégrante hein, aujourd'hui de la formation d'un chercheur, en tout cas pour ceux qui ont le goût et l'envie de revêtir une casquette d'expert et d'interagir avec des décideurs politiques. Ce n'est pas tout le monde et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Et ça touche directement à la question de la neutralité, de la soi-disant neutralité attendue du chercheur comme condition de confiance. Alors là, j'ai un autre petit schéma à vous montrer qui, j'espère, est lisible celui-là. Donc je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a plusieurs... on peut, de façon tout à fait légitime dans les 4 cas, et là je vais commenter ce petit diagramme, on peut de façon tout à fait légitime préférer être dans un certain rôle plutôt qu'un autre. Je vais les commenter, et le seul message que je veux faire passer, c'est qu'il me semble absolument essentiel d'annoncer la couleur. D'annoncer la couleur quand on s'engage dans une démarche d'expertise scientifique. Et encore une fois, les quatre figures que vous voyez, là, les 4 figures que vous voyez sont... il ne s'agit pas de dire que l'une est mieux que l'autre, il s'agit d'annoncer la couleur et d'être au clair vis-à-vis à la fois du décideur politique, à la fois du reste de nos concitoyens. Donc là, je reprends directement une proposition que je trouve assez éclairante de catégorisation, en tout cas d'une typologie, une 4 figures, je vais y arriver, 4 figures possibles de l'expert. Alors ce sont des figures idéalisées, on peut être un peu de l'un et un peu de l'autre, mais il me semble que ces 4 figures idéalisées aident à réfléchir à ces différents rôles possibles. Donc cet extrait, vous avez la référence du livre The Honest Broker, c'est un livre de 2017, je crois que j'ai oublié de le mettre à l'écran, non ça y est, très bien. Alors, donc je voudrais juste commenter, je regarde l'heure... Non, puis après j'arrêterai là, je pense. Donc je voudrais juste commenter, passer un petit peu de temps sur ces 4 figures possibles. Ces 4 figures, elles sont articulées aussi avec la façon dont on conçoit le rôle de la science
dans la société, en tout cas un aspect du rôle de la science dans la société. Donc ça, c'est la ligne du haut. C'est ce qu'on, en gros, il y a deux grands modèles qu'on peut appeler le modèle linéaire et le modèle stakeholder, partie prenante. Donc le modèle linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est quelque chose qui transpose le modèle linéaire de l'innovation qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait des sciences. On remplit, en suivant notre curiosité, enfin je caricature un peu, on remplit en suivant notre curiosité un réservoir de connaissances, et puis de ce réservoir de connaissances, on va tirer des applications et des innovations. Donc la figure classique, l'incontournable exemple de ce modèle linéaire, c'est le laser, qui aurait pu dire au début de la mécanique quantique que 40 ou 60 ans après, on aurait le laser. Okay, d'accord. Donc là, on est modèle linéaire, on remplit un réservoir de connaissances, on verra bien ce qui en sort, laser ou autre. Et puis il y a un autre modèle différent qui est de dire, non, ce qui vient en premier, et ce modèle prend de plus en plus le pas, on le sait, ce qui vient d'abord, ce sont les intérêts, les besoins, les usages, les préférences de certaines composantes de la société, que ce soit l'industrie, d'autres composantes, etc. Donc, ces intérêts, ces besoins viennent, et puis on va générer des savoirs fondamentaux ou appliqués, mais également des savoirs fondamentaux, susceptibles d'y répondre. Et là, c'est ce qu'on appelle parfois la figure de Pasteur. Enfin, le Pasteur exemplifie cette capacité de produire des connaissances fondamentales au service de la résolution d'un problème déjà bien identifié. Donc là, vous voyez que la dynamique est complètement différente. Et puis, sur l'autre axe, vous avez aussi des conceptions différentes de la démocratie. Et donc là, le contraste qui est utile pour la typologie qui est proposée par Roger Pielke, c'est ce qu'on peut appeler donc interest group pluralism. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous prenez acte du fait qu'on vit dans des sociétés où coexistent des groupes, des segments de population qui ont des intérêts, qui ont des préférences différentes. Et puis, on essaie de trouver des compromis politiques, par majorité, par consensus, etc. En tout cas, on fait avec cette juxtaposition de groupes d'intérêts différents. Ou alors, vous avez une autre vue de la démocratie, qui est ce qu'on peut dire élite conflict. Donc là, le public, en démocratie, il doit trancher entre des options qui lui sont proposées par une élite. Une élite cognitive, alors ça c'est vrai, par exemple, quand vous allez chez votre garagiste, c'est votre garagiste qui vous dit, enfin sauf si vous êtes versé en mécanique, c'est votre garagiste qui vous dit, voilà, vous avez le choix entre changer telle pièce ou changer telle pièce, ou etc. Et donc, votre choix, il est entre différentes options qui ont été préparées en quelque sorte par une élite. Là c'est votre garagiste qui est dans une position d'élite vis-à-vis de vous. Ok, donc, et selon, donc, si vous croisez ces différentes conceptions, vous arrivez à ces quatre figures que je vais décrire. Donc, ces quatre figures possibles de l'expert dans son rapport aux décideurs politiques ou dans son rapport à des groupes d'intérêts qui ont besoin d'expertise scientifique pour faire avancer leur programme politique ou leur programme pratique. Donc la première figure, c'est le scientifique pur, vous le voyez, qui est au croisement donc, du modèle linéaire et de... Enfin bon, je vous laisse faire les croisements par vous-même. Donc le scientifique pur, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, en tant que chercheur, vous estimez, en fait, vous revendiquez le rôle suivant, c'est-à-dire que vous faites état de vos connaissances sans prendre en compte, sans vous prononcer et sans prendre en compte l'usage politique qui pourra être fait de vos connaissances. Donc vous êtes, on peut dire, le pure scientist. Donc ça, c'est une première figure, tout à fait, encore une fois, légitime, ce n'est pas la question, une première façon d'être expert quand on est chercheur. Une deuxième façon, donc là, on descend à science arbiter. Donc arbitre, en quelque sorte, c'est que là, en tant qu'expert, en tant que scientifique, vous allez répondre factuellement à des questions que vous pose le décideur politique. Mais vous n'allez pas dévoiler vos préférences. Simplement, le décideur politique vient vers vous et vous pose un certain nombre de questions auxquelles vous répondez factuellement. Et donc, vous êtes amené à jouer le rôle d'arbitre entre différentes options qui sont sur la table du décideur politique. Donc ça, c'est une deuxième façon d'être expert. Une troisième façon d'être expert, qui est extrêmement répandue, cela ne vous a pas échappé dans nos sociétés aujourd'hui, c'est de défendre une ligne d'action politique
en la fondant sur de bons arguments scientifiques, hein, et tenter d'influencer en conséquence les choix des décideurs politiques. Donc là, on est toujours dans le cas où l'expert produit de la bonne science. C'est-à-dire que là, on ne parle pas du tout de l'expert à la botte, de je ne sais qui, etc., qui va tripatouiller ses résultats pour servir le programme politique. Donc, ça existe, hein, on le sait, mais on ne parle pas de ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites de la bonne science, conforme aux standards de bonne pratique, etc. Tout va bien. Mais la science que vous produisez, par le choix des questions que vous vous posez, par le fait, par exemple, de regarder certains aspects, bon, prenons par exemple les OGM, hein, de regarder certains aspects de la problématique très multidimensionnelle des OGM, vous allez regarder certains aspects selon, et quand vous regardez ces aspects, encore une fois, vous ne biaisez pas vos résultats, on ne parle pas de ça, vous produisez de la bonne connaissance scientifique, mais sur certains aspects d'un phénomène plutôt que certains autres. Pourquoi ? Parce que vous avez en tête le soutien à une certaine ligne d'action. Et donc si vous êtes, je caricature, excusez-moi, mais si vous êtes plutôt favorable à la préservation de la biodiversité, vous allez plutôt regarder certains aspects des OGM, et si vous êtes plutôt favorable à certains intérêts agroalimentaires, vous allez regarder d'autres aspects de la problématique des OGM. Dans les deux cas, vous produisez des bonnes connaissances, mais vous sentez bien que dans les deux cas, vous allez à l'appui d'un agenda politique qui n'est pas le même, et vous le présentez tel quel. Et donc ça, si on réfléchit à la façon dont beaucoup d'expertise scientifique intervient dans le débat public, on est très souvent dans cette case-là donc là, je parle de issue advocate, excusez-moi, hein, je parlais de celle-là, je crois que j'ai oublié de dire que c'était la troisième. Donc vous êtes, bon, je ne sais pas comment travailler en français, enfin, avocat d'une cause, mais encore une fois, toujours en produisant de la bonne science. C'est typiquement, voilà, de la bonne science. Okay. Donc après, il y a une quatrième figure, qui est ce qu'on pourrait appeler le honest broker, qui donc a une position un tout petit peu différente, donc c'est la quatrième en bas à droite, une position un tout petit peu différente, qui est en fait de chercher à rendre visible une variété d'alternatives pour que les décideurs politiques puissent faire leur choix à partir de valeurs et considérations politiques, mais donc là, votre rôle, c'est d'élargir les alternatives envisageables en posant des questions de recherche différentes que celles que posent d'autres communautés scientifiques. Et donc, mon point, là, c'est juste de dire que pour qu'un chercheur soit digne de confiance, puisqu'on revient à cette question-là, c'est mon deuxième levier, enfin, je ne sais plus à combien de leviers d'action j'en suis, mais pour qu'un chercheur puisse en quelque sorte être digne de confiance, il me semble qu'il est important qu'il annonce la couleur dès lors qu'il intervient en tant qu'expert dans un processus soit de débat public, soit de décision politique. Donc important d'annoncer la couleur. Et ce qui se traduit, il me semble, c'est ce que je disais tout à l'heure, par la nécessité d'enrichir la formation professionnelle des chercheurs, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, hein, qui se sentent intéressés par ces rôles d'experts scientifiques. Donc d'enrichir la formation professionnelle des chercheurs et de les sensibiliser à ces différents rôles qu'ils peuvent jouer, sans leur dire quel rôle il faut jouer, mais en tout cas en sensibilisant à ces différents rôles possibles. Ça me semble un enjeu majeur de la formation des chercheurs aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire être chercheur dans la cité. Je ne désespère pas à l'ENS de pouvoir enrichir la formation pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, des chercheurs pour ces autres dimensions du métier de chercheur. Et je crois que je vais arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Ça marche? Oui, merci. Bonsoir, excusez-moi, je suis arrivé en retard. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc j'ai assisté à la deuxième partie, enfin presque à la fin de votre présentation. Donc je ne vais pas poser de questions. Je vais passer la parole à la salle puis aux internautes pour que le débat commence. Bonjour, merci. Jacques Bordet, ancien du CNRS. Vous n'avez pas du tout prononcé le mot de conflit d'intérêts.
Or, le mot conflit Je l'ai d'intérêts... prononcé. Bon, oui, mais c'est vraiment... Pas assez, pas assez. Ça a été à la base d'une perte de confiance, effectivement, il y a très longtemps, même quand l'Académie des sciences avait fait un rapport sur les OGM. Eh bien, le lendemain, les journalistes avaient dit les membres du rapport n'ont pas dit qu'ils travaillaient pour telle société de Voilà, et ça, effectivement, le fait de ne pas dire les conflits d'intérêts, et il n'y a pas très longtemps encore, un pneumologue a été aussi épinglé parce qu'il n'a pas dit, même devant les instances officielles de l'État, qu'il était conseiller auprès de telle industrie pharmaceutique. Donc, à l'origine, le problème de conflit d'intérêts, alors ça, c'est un peu résolu par le fait que les revues, maintenant, demandent qu'on les déclare. Ce diagramme me fait furieusement penser à l'autre diagramme, un cousin germain, qui parle de la science à deux dimensions aussi, pour la caractériser, avec un axe qui est plus ou moins fondamental ou plus ou moins appliqué, et un autre axe qui est plus ou moins finalisé, la science finalisée. Donc le côté de science pure qui est au sein d'un programme finalisé, et donc le fait qu'il y ait cette finalisation fait que le scientifique apporte soit des connaissances sans penser à la finalisation, soit apporte des connaissances en plaidant à une finalisation qui est demandée par les gens qui posent la question, que ce soit le gouvernement. Donc c'est très, très proche de ce cadran aussi, dans lequel il y a aussi un cadran de transport, de Pasteur, de sciences finalisées, applicables ou pas applicables, etc. Donc c'est très, très voisin, et on pourrait certainement utiliser ça pour examiner les conditions de la confiance selon que les scientifiques participent à un programme de recherche finalisé ou un programme de curiosité pure. Alors peut-être, oui, j'ai juste mentionné en fait la question des liens d'intérêt ou des conflits d'intérêt comme étant un ingrédient bien identifié, effectivement, et tout à fait essentiel de la confiance. Mais comme vous l'avez rappelé à juste titre, c'est bien identifié. Et donc il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour prendre en charge cette question-là. Tout à fait d'accord. Mais donc, j'en ai pas parlé plus que ça parce que voilà, c'est déjà sur le radar très largement, et donc je préférais décaler un petit peu mon discours sur des choses qui sont peut-être, enfin pas moins sur le radar, mais en tout cas moins pris en charge, même si tout n'est pas parfait encore, mais c'est très consensuel, hein, les vertus de ces déclarations, etc. Et donc voilà, c'est consensuel. Donc important, bien sûr, mais consensuel. Enfin, mais consensuel, c'est pas un défaut d'être consensuel. Hein, mais... Et puis pour l'autre, disons que on peut produire, enfin, la plupart quand même des grandes questions, hein, des grands défis sociétaux, hein, comme on dit aujourd'hui, nécessitent de la recherche fondamentale. Donc on peut tout à fait être engagé dans une démarche de recherche fondamentale et être extrêmement soucieux de savoir quel sera l'usage politique de cette recherche fondamentale. Du coup, c'est pour ça que peut-être cette catégorisation, je suis d'accord avec ce que vous dites, cette catégorisation est de plus en plus décalée avec la catégorisation classique fondamentale appliquée, parce que, encore une fois, parce que la plupart des problèmes exogènes à résoudre nécessitent des avancées de sciences fondamentales. Et donc, c'est peut-être pas là que se joue la différence en termes de responsabilité quand on veut s'engager comme expert scientifique. Oui, merci Stéphanie. Je voudrais poser une question un peu décalée par rapport à ce que tu as présenté. Tu as présenté le chercheur expert par rapport à ces autres chercheurs avec lesquels il est en relation, le chercheur expert par rapport aux politiques, le chercheur expert par rapport à la société et au public. Ça fait beaucoup de flèches.
Mais tu n'as pas parlé du tout des journalistes, sauf dans la première diapo que tu as présentée. Et j'étais très frappée de voir que la confiance du public dans les journalistes était beaucoup inférieure à celle dans les scientifiques. Ils étaient au milieu de la barre. Hein. Et donc, comme tu as parlé à la fin de la formation des chercheurs, dans leur rôle, quand ils veulent le prendre, de scientifique, est-ce qu'il ne faudrait pas voir peut-être la formation des chercheurs dans leur relation avec les journalistes, et en particulier les journalistes scientifiques, mais pas que, parce que des journalistes, il y en a de toutes sortes, mais il me semble que les journalistes sont quand même les passeurs entre les scientifiques et les enseignants aussi sont des passeurs, mais les passeurs par rapport au public. Et donc là, je crois que, d'ailleurs le CNRS s'en préoccupe, il y a des formations qui peuvent être données qui sont en parallèle aux formations qu'on donne sur la vulgarisation scientifique. Là, tu y as fait allusion, mais ça, c'est de longue date acté. Mais par rapport aux journalistes, il y a quand même tout un travail à faire de méfiance, de réticence quand on est questionné par certains journalistes. Il y a un tri à faire entre les journalistes scientifiques qui sont de bon niveau, etc., etc. Bon, enfin bref, voilà. Oui. Je vous demanderai de poser des questions assez courtes pour permettre au débat de s'enrichir mutuellement. Oui, je vous pouvez répondre de façon courte alors aussi. Oui, voilà, ça circule. Ouais, parce qu'il y a aussi les internautes. Donc on va avoir une c'est... question là, et ensuite je propose que les internautes interviennent, sinon ils ne viendront jamais écouter nos débats, ce qui serait dommage. C'est bon. Oui, c'est vrai que quand j'ai souligné les vertus de ou l'intérêt de développer l'expertise sur l'expertise, ça vaut en particulier pour les journalistes aussi. C'est-à-dire que la capacité d'un journaliste à inviter la bonne personne, ou en tout cas à se rendre compte que l'expert A est davantage digne de confiance que l'expert B. Donc ce qui vaut pour nous tous en général, l'ensemble des citoyens, vaut en particulier pour les journalistes. Et alors, je ne connais pas suffisamment le monde de la formation des journalistes. Est-ce qu'ils ont un cours sur comment reconnaître un bon expert d'un moins bon expert? J'imagine que oui, enfin, j'espère en tout cas qu'ils l'ont, cette formation, mais je ne sais pas. Peut-être pas. Il y a des journalistes scientifiques quand même. Journalistes scientifiques, oui. Existent. Absolument. Mais ce qui était intéressant, c'est que justement, les journalistes scientifiques, par exemple de l'Express, qui avaient au colloque de l'Office, ont insisté sur ont tout à fait dit de façon très claire que la présence d'un chercheur sur les réseaux sociaux était pour eux un point d'entrée très fort dans le choix des figures auxquelles ils vont s'adresser. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut bien avoir conscience, pour ceux ou celles d'entre nous qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. C'est un biais de sélection aujourd'hui fort, semble-t-il, à en croire les témoignages des journalistes, sans surprise d'ailleurs, un biais de sélection fort qu'il faut intégrer quand on est réticent à aller sur les réseaux sociaux, il faut intégrer cette conséquence en termes de visibilité du point de vue des journalistes, de possible expertise que l'on peut apporter. Et pour le reste, oui, j'ai rien de particulier à dire sur les vertus d'être formé à l'exercice de l'interaction avec les journalistes. Je ne sais pas trop si on peut apprendre à parler à des journalistes. C'est pas tous les mêmes, les journalistes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, excusez-moi, mais au début, il y a une vingtaine d'années, je ne pouvais pas parler aux journalistes parce que quand on leur donnait une information, ils écrivaient un article et refusaient de nous le montrer. Oui. Donc, en disant on est trop pressé, on n'a pas le temps de vérifier. Et ça, je crois que je ne suis pas le seul. Beaucoup de scientifiques ont réussi à effectivement interagir, ne serait que pour être sûr que l'information scientifique qui va être publiée est bonne. Et même comme ça, on n'est pas toujours assuré que ça arrive. Donc je crois que c'est nécessaire, obligatoire pour un scientifique d'interagir de cette manière-là, au moins, à minima, avec un journaliste scientifique. Absolument, mais certains journalistes, on le sait dans nos interactions qu'on peut avoir avec des journalistes, certains journalistes vous font lire leur papier, d'autres non. Ceux qui ne vous font pas lire leur papier, est-ce qu'on n'interagit plus avec eux? C'est une décision... moi, je refuse quand ils ne veulent pas me montrer l'article. Je suis désolé. Tout à fait. Mais tout à fait. Pardon? Oui, mais ils peuvent faire des erreurs. Donc on met le doigt sur cet aspect-là. Ils sont quand même soucieux, la plupart.
de publier quelque chose sans Oui, avoir... oui, pas mal font, même dans la presse, la grande presse, font relire. Ça dépend de la personnalité des journalistes. Après, chacun se positionne. Mais... Très brièvement, moi, je voudrais adresser la définition de l'expert. Parce que l'expert, généralement, il est expert dans un petit noyau. Et puis, sa qualité d'expert, quand on s'éloigne du noyau, en quelque sorte, se rapporte à la confiance qu'il a lui-même en lui-même ou dans d'autres experts. Et en réalité, un expert, c'est une définition à bord flou. C'est-à-dire que des gens vont aller s'exprimer parce qu'ils sont connus sur tel ou tel domaine. Si on prend le côté des politiques, le nombre d'experts qu'ils peuvent consulter n'est pas très grand. Et donc, ils sont souvent dans le bord flou de l'expert. Ils vont consulter 3-4 experts. Chaque expert est spécialiste pour un petit noyau de connaissances. Et puis, tout autour, c'est un peu flou. Et donc, il y a une confiance dans l'expert qui souvent va très au-delà, me semble-t-il, de ce qui est son véritable noyau d'expertise. Et ça, je crois que c'est un point qui est souvent pas bien pris en considération, à savoir quelle est la limite au-delà de laquelle l'expert n'est plus un expert. Alors c'est une question à la fois pour le décideur politique, à la fois pour le chercheur en tant qu'expert. Mais là, on en revient à la question de la confiance, c'est-à-dire que le décideur politique peut, enfin je ne parle pas à sa place, qu'est-ce que j'en sais, mais peut estimer que cet expert est digne de confiance, non seulement pour se prononcer sur son domaine d'expertise, mais aussi pour le guider sur la qualité d'une autre expertise. Non pas parce qu'il est spécialiste d'autre chose, mais parce que justement, il est capable de dire, oui, là, ce scientifique, la reconnaissance par les pairs dont il jouit, c'est pas terrible. Donc ça revient, on peut considérer qu'un expert, enfin, nous, membres des comités scientifiques, on est davantage qualifiés pour partager cette expertise sur l'expertise, c'est-à-dire de guider le décideur politique en disant « Ok, moi, ça, c'est pas mon domaine, et lui, c'est encore certainement pas son domaine non plus. » Donc, de ce point de vue-là, on peut intervenir comme expert au-delà de son champ de compétences, non pas pour se prononcer directement à l'appui d'une proposition scientifique, mais pour guider le journaliste ou le décideur politique sur la qualité d'un autre expert qu'il aurait sur son radar. Et ça, c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas trop... Après tout, on est bien placé pour avoir une petite idée de comment marche la reconnaissance par les pairs, de qu'est-ce qu'un bon scientifique d'un moins bon scientifique, même si ce n'est pas notre domaine. On est quand même mieux armé que le journaliste lambda ou le citoyen lambda pour se prononcer là-dessus. Et c'est peut-être aussi de notre responsabilité de parfois guider, encore une fois, au second ordre en quelque sorte, d'autres composantes de la société, plutôt que de dire non, ça c'est pas mon domaine d'expertise, donc je n'ai rien à dire sur cet autre expert ou je n'ai rien à dire sur cette autre proposition scientifique, puisqu'après tout, on est quand même mieux armé pour regarder comment a été générée une certaine proposition scientifique, quel est le degré de consensus autour, etc., même si on n'est pas du domaine. C'est donc ces signes de second ordre de la fiabilité d'un résultat, on est quand même mieux armé, il me semble, pour les saisir que d'autres personnes. Et donc ça, c'est une autre façon de pouvoir être utile hors de son champ de compétences. Mais, bien, là, j'ai une question ici, ensuite j'en poserai une et je continuerai, parce que pour l'instant, les internautes n'ont pas encore exprimé de questions précises. En fait, je rebondissais un petit peu sur ce que disait Michel Leduc, sur l'importance peut-être de la formation pour parler aux journalistes. Et la question de pourquoi en fait ils sont aussi bas, moi j'ai l'impression simplement que c'est une question de quelle est la condition de l'exercice. Je pense que le public est tout à fait au courant que beaucoup de journalistes dépendent de Bolloré, que Bolloré il a un agenda et que du coup la parole du journaliste est teintée. Et que donc quand on regarde cet axe-là, moi, ce que ça me suggère, avant même la question de la formation, c'est quelles sont les raisons de la confiance. Les raisons de la confiance tiennent peut-être aussi à la condition de l'exercice. Et donc, si vous mettez des scientifiques qui sont totalement payés par Monsanto, il a beau être scientifique, il y a peut-être une limite à la confiance qu'on peut lui accorder. Donc, encore une fois,
la question, alors ça a été dit sous la forme de vested interest, mais je pense que c'est un peu plus large. C'est en fait d'où on parle et en fait quelle est la nature en gros de l'organisme qui nous permet de parler. Et donc j'aimerais vous en entendre parler un petit peu. Pour moi, c'est assez clair que voilà, le CNRS, s'il ne fait plus que répondre, par exemple, à des injonctions, eh bien, obligatoirement, le public perdra un petit peu de sa confiance vis-à-vis des scientifiques du CNRS. Pour moi, il y a une sorte de mécanique. Mais maintenant, je me trompe peut-être, et donc j'aurais aimé avoir votre réaction sur ce sujet, puisque la question, c'est la confiance. Donc finalement, quelle est l'origine de la confiance? Et voilà, donc... Parce que quand vous dites répondre à des injonctions, le CNRS répond à des injonctions, qu'est-ce que vous avez exactement en tête? Juste pour clarifier le... Alors, les injonctions, en fait, ce n'est pas uniquement le CNRS. Je pense que j'aurais dû prendre un meilleur exemple en parlant du processus d'agrément des médicaments, par exemple, et comment l'expert... Enfin, alors, encore une fois, c'est d'où on parle, qui paye. Voilà. Et donc, quel est le rôle à assigner? Donc, si... au CNRS, je vois ce qui est en question, c'est le rôle véritablement de la recherche purement fondamentale, sans application sociétale immédiate. Voilà, pour vous. Ouais, oui. Voilà, absolument. Ouais, oui, ce que vous voulez dire, c'est que quand un programme de recherche vise à répondre à un problème exogène, un problème identifié à d'autres endroits de la société, ce serait davantage susceptible d'être... ça, c'est la prise en compte du rêve oui. que suscite l'invention. La prise Oui. en compte de l'impact politique que pourrait avoir l'invention. Qui biaise probablement l'avis qu'on a sur la justesse de la proposition. Alors, une première remarque qu'on peut faire, c'est que là, en tant que chercheur, on ne peut pas gagner sur deux tableaux. C'est-à-dire que d'un côté, on nous demande d'être de plus en plus... D'un côté, on souhaite, enfin, je ne sais pas qui le ont ici, mais on souhaite que la décision politique, enfin, en général, on souhaite que la décision politique soit ancrée dans la connaissance scientifique. Enfin, que ce ne soit pas complètement dissocié. Bon, vous m'accordez ça? Ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut que la décision politique soit ancrée dans il faut que nous, on y aille. C'est-à-dire que les chercheurs s'impliquent comme experts scientifiques dans la décision politique. Ce n'est pas le politique qui va se mettre à faire des expériences scientifiques. Donc, mais donc là, on y va, on y va, mais on perd, parce que plus on est proche du pouvoir politique, plus, justement, ça déteint. C'est-à-dire que ça déteint sur le chercheur qui va perdre, en sortant de sa tour d'ivoire, va perdre, justement, sa neutralité. Donc là, c'est une injonction contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, on veut, encore une fois, que les décisions politiques soient informées par la science, mais pour que ça le soit, ça veut dire que les communautés, que les chercheurs sortent de leur tour d'ivoire et perdent ce qui fonde justement cet appel à la science. Donc là, il y a une tension qui est non dépassable. On ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Vous entendez par perdre? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est davantage impliqué dans les processus de décision politique au sens général, on n'est plus perçu comme étant dans notre tour d'ivoire, neutre, et on ne touche pas aux intérêts, aux valeurs. Et donc, si on veut une société où les décisions politiques soient informées par la science, on se retrouve dans la position inconfortable de perdre en neutralité. C'est-à-dire que ça déteint sur nous. Enfin, quand je dis nous, c'est le... Voilà. Voilà. Et là, ça me semble être indépassable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les deux. Donc d'où je rebondis, allons-y en annonçant la couleur, et allons-y... Alors, si on développe tout ça, allons-y. En fait, qu'est-ce qui est en jeu après? Si on s'interroge sur... Si on veut une démocratie qui fonctionne bien, ce qui est en jeu, c'est qu'on produise de l'expertise scientifique, pas seulement pour certains groupes d'intérêts, selon les choix politiques et les préférences politiques, et plutôt que d'autres, mais une démocratie, elle va bien fonctionner avec donc ce issue advocate, par exemple, elle va bien fonctionner si l'ensemble des intérêts d'une société, pas celle de certains groupes, quels qu'ils soient, là, il ne s'agit pas de faire de politique, mais l'ensemble des intérêts qui s'expriment dans une société démocratique puissent bénéficier d'une expertise scientifique à l'appui
du programme ou de leurs intérêts. Et donc là, on se retrouve dans une démocratie où les différentes parties prenantes bénéficient pour faire valoir leur point de vue d'une expertise scientifique et pas seulement tel groupe de la société qui va bénéficier d'une expertise scientifique à l'appui de son programme. Et ça donne une responsabilité absolument essentielle à la recherche publique. Parce que la recherche publique, elle doit être là pour compenser, pour faire de la recherche sur des questions qui ne sont pas prises en charge par d'autres groupes d'intérêt dans la société, et donc à l'appui, encore une fois, d'intérêts, de composantes de la société qui ne bénéficient pas d'expertise scientifique. Donc la responsabilité de la recherche publique, à mon sens, elle est là. Elle est d'ouvrir des questions de recherche. Ce n'est pas tellement que la question de la recherche fondamentale versus recherche finalisée, c'est est-ce que la recherche scientifique produit des connaissances susceptibles d'appuyer les intérêts de différentes composantes de la société, et pas seulement de certaines composantes de la société. Et ça, la recherche publique, elle est loin de piloter de cette façon-là. Excusez-moi, mais dans la manière dont vous avez répondu, je rebondis sur les réponses que vous avez faites. En m'excusant de ne pas avoir assisté à la première partie de votre exposé, vous avez peut-être abordé ces points-là. Mais quand j'entends expert, la manière dont vous en parlez, je me mets à la place du public, et le public se dit « Ah, l'expert, c'est celui qui sait ». Vous faites l'hypothèse que l'expert sait. Savoir, oui, mais on peut se tromper. Donc l'expert est aussi capable d'erreurs, et parfois d'erreurs lourdes. Voilà, bon, ouais. Je ne vais pas revenir sur Ptolémée ou Copernic, mais enfin bon, tout le monde il y a des ruptures quand même les connaissances sont cumulatives, mais il y a aussi des ruptures. Alors ces ruptures peuvent arriver à des moments de crise. On a bien vu ce qui s'est passé pendant la pandémie, pendant la Covid. On a vu aussi des experts présentés comme tels se tromper lourdement. Donc ma question serait comment, en tant que communauté scientifique, on a un petit peu tous une idée, on a vu ce qui s'est passé, mais comment vous le voyez? Comment on gère l'erreur? Parce qu'on est bien obligé d'accepter que l'expert, aussi expert soit-il, fera des erreurs. Soit tout seul, soit collectivement. Alors, c'est vrai que j'ai un peu flotté sur mon usage du mot expert, je vous prie de m'en excuser. C'est-à-dire qu'effectivement, le sens commun, c'est expert est celui qui sait quelque chose, hein, mon garagiste est l'expert, etc. Et là, quand j'en suis arrivé à ce stade de moi... Quand j'en suis arrivé à ce stade, donc quand j'ai parlé d'expertise sur l'expertise, c'était en ce sens commun. Hein, reconnaître celui qui sait, etc. Accorder sa confiance à bon escient pour celui qui sait. Bon. Et là, j'ai glissé sur un autre sens d'expert, enfin un autre sens, qui est disons, une couche additionnelle, qui est, c'était le titre de, mais je ne l'ai pas dit à l'oral, j'aurais dû le dire, donc les cas de figure idéalisés de façon de s'engager. Donc là, on est chercheur, donc on est expert dans notre domaine, on est chercheur, mais on est sollicité, là c'est un rôle social, on est sollicité par des décideurs politiques, par des ONG, par tel composant de la société, par je ne sais quel groupe qui veut faire je ne sais quoi. On est sollicité en tant que chercheur, en tant qu'expert au sens commun, mais on s'engage dans un processus de décision, dans un processus de décision. Donc c'est une couche supplémentaire de son expertise. Et cette partie-là, c'est l'expertise scientifique au sens de connaissances mobilisées dans une décision politique. Au sens large, pas forcément du gouvernement, ça peut être un groupe d'intérêt, du village machin qui s'inquiète de la pollution de sa rivière, etc. Donc voilà, donc il y a ces deux sens d'experts qui jouent. Oui, et donc, pardon, je n'ai pas oublié votre question. Quelle erreur. Alors, voilà, les incertitudes, le NS vient de faire une nuit sur l'incertitude. Moi, je dis toujours, il faut rappeler l'avantage comparatif. C'est-à-dire qu'on, certes, on se trompe, etc., etc. Certes, les connaissances sont incertaines, tout le temps remises en question. Elles sont révisables, mais il y a un lien vertueux entre le caractère incertain et révisable et l'autorité épistémique. C'est précisément parce qu'elles sont révisables, non dogmatiques, qu'elles sont dignes de confiance. Néanmoins, l'argument qu'on peut faire valoir, c'est un argument comparatif. Qu'est-ce qu'on fait de mieux ? Si je dois prendre une décision, certes, ce que me dit un chercheur n'est pas certain, il peut se tromper, mais c'est quoi les alternatives pour baser mon action? La boule de cristal, ce que dit ma voisine, etc. Bon, la liste est longue, vous la connaissez, mais du coup, donc on n'a pas besoin de défendre le caractère certain du savoir scientifique. On a plein de bonnes raisons, enfin, on a plein d'arguments pour expliquer qu'il est préférable pour avoir une action qui ne parte pas trop dans le décor, de parier sur
la connaissance scientifique, aussi incertaine soit-elle, que de parier sur d'autres connaissances. Donc l'avantage, il est comparatif, et ça suffit. Et c'est déjà très bien. C'est possible, je pense que ce type d'argument trouve d'autres arguments qui contestent cela. Même parmi les épistémologues, il y en a. Hein. Il y a eu des gens qui ont prétendu qu'après tout, tout est bon. Je reprends un terme bien connu. Tout est bon. Oui, mais bon, on est revenu sur ce type oui, d'analyse. Mais quand même, on l'a vu pendant la pandémie, on a vu toutes les dérives qu'il y a eu. C'était extrêmement difficile. Je me place maintenant du point de vue du public. Hein. Très difficile de s'y retrouver. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait, dans un contexte faillibiliste, c'est-à-dire que l'épistémologie a depuis longtemps abandonné le rêve de Descartes, d'ancrer de façon certaine des connaissances dans je ne sais quelle prémisse. Et on vit très bien dans un contexte faillibiliste, et on a encore une fois quelques billes pour montrer l'avantage comparatif par rapport à d'autres bases possibles d'action. Oui, mais... Merci. Donc vous avez toujours présenté la recherche et la démarche scientifique comme produisant des connaissances qui peuvent être vérifiées par l'expérience, peuvent être vraies ou fausses pour faire simple. Mais vous avez dit très peu de choses de la recherche qui produit du doute. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit se développer, qui n'est pas totalement désintéressé dans certains domaines. Et je pense en particulier à des domaines comme la toxicologie ou des choses comme ça, où un certain nombre de stakeholders ont intérêt plutôt à semer le doute qu'à apporter des connaissances. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la décision politique, elle se prend en fonction de ce qu'on sait, bien sûr, qui est avéré sur le plan scientifique, mais surtout et aussi en fonction de ce qu'on ne sait pas. Et entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, il y a toute une zone floue dans laquelle s'engouffrent des tas d'intervenants plus ou moins bien intentionnés. Oui, la production du doute, là vous faites peut-être référence à un certain nombre d'épisodes historiques qui ont été très bien documentés par les historiens des sciences, comment l'industrie du tabac a renversé les standards même de l'épistémologie en disant une connaissance scientifique elle n'est jamais certaine, donc ne prenons pas trop de décisions de santé publique sans avoir des connaissances scientifiques mieux établies, etc. Donc il y a eu des stratégies extrêmement efficaces, on les très bien documentées aujourd'hui, donc la production de l'ignorance pour retarder la décision politique au motif qu'il faut chercher encore avant de... D'accord. Bon, mais ça c'est historiquement très intéressant, ça a été très bien documenté, on n'échappe pas à ce régime-là, et il faut en être conscient, je n'ai pas de remède miracle à ça, hein, si ce n'est d'en être conscient. Et là, oui, continuum, on ne sait pas, oui, mais ça, on prend sans cesse des décisions, c'est toujours un pari, une décision politique, hein, pas seulement quand on regarde des sciences, hein, quand on prend une mesure politique, on ne connaît pas tous ses effets, on la prend aussi parce qu'elle est en adéquation avec certaines valeurs, etc. Donc oui, on vit, bien sûr, toute décision politique s'accommode de ce continuum hein, entre le on sait et on ne sait pas. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, toujours l'approche comparative, ce qui n'empêche pas de dire autant étant donné le contexte épistémique à ma disposition, j'ai quelques bonnes raisons de faire le pari sur plutôt cette proposition scientifique plutôt que telle autre proposition qui viendrait d'une autre source de connaissances. Et ça, on peut argumenter. Ce qui n'empêche pas de prendre une décision sur quelque chose qui s'avère caduque après, mais que faire d'autre ? Oui, je crois que si on réduit la science à l'expression d'un individu qui parle du fait de sa connaissance supposée, on se heurte très souvent, et on l'a constaté nombreuses reprises, on se heurte à des choses absolument invraisemblables. Alors, il y a les cas ridicules d'un géologue qui prétend décider de ce que sont les bonnes mathématiques, je passe. Il y a des cas plus difficiles, par exemple, le découvreur du VIH qui devient anti-vax
prix Nobel de surcroît, pose des problèmes très difficiles. Après ça, quand on parle à des gens qui disent « Mais enfin, comment pouvez-vous vous opposer à cet expert, évidemment ?» Et donc, la seule solution est dans la science collectivement. La science n'avance pas par l'opinion d'un expert, mais par le fait que, face à une nouvelle idée, une communauté se mobilise pour essayer d'en faire le tour. Et la vérité, lorsque un mathématicien annonce qu'il a résolu la conjecture de Poincaré, les mathématiciens ne se mettent pas au garde à vous. La communauté entière des mathématiques du monde essaye de vérifier si la preuve de ce monsieur Perelman, qu'il a été juste apparemment, est valable ou pas. Donc, c'est là, la science n'est pas l'expression d'un individu, aussi nobélisé soit-il, mais l'expression d'une communauté. C'est très difficile. Je n'ai pas de recette évidente pour vous dire qui parle au nom de la communauté. Certains avaient voulu que le ministère de la Recherche dise des vérités. Nous ne sommes pas dans ce système-là. Mais il faut à ce que le public comprenne, premièrement, qui sont les experts lorsqu'ils ne parlent pas de leur discipline. Essayer de le mettre un tout petit peu en perspective. Et deuxièmement, essayer de se faire une opinion qui repose sur la science et non plus l'opinion d'un individu. Oui, complètement d'accord. Depuis Robert Merton, c'est théorisé qu'effectivement la source de l'objectivité de la science, qu'elle soit digne de confiance, c'est précisément son caractère collectif, ce que Merton appelait le scepticisme organisé, etc. Donc absolument. Mais néanmoins, pas néanmoins, on n'a pas non plus envie qu'il y ait un porte-parole précisément. Voilà. Et donc là aussi, il y a une tension qui n'est pas dépassable. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que la communauté des chimistes ait un porte-parole qui a porter la bonne parole, justement, aux autres composantes de la société. Donc là aussi, c'est ce que je soulignais tout à l'heure en parlant du contraste entre la prise de parole individuelle en tant que chercheur, dès lors qu'on sort des enceintes académiques, et puis ce qui fait la fiabilité de l'expression scientifique qui émane de ce scepticisme organisé, du caractère collectif de la science. Et là encore, on ne peut pas gagner sur les deux tableaux, c'est-à-dire si on veut maintenir ce caractère collectif de l'expression scientifique qu'on a dans la publication, comme je l'ai rappelé, si on veut maintenir ça, eh ben on rentre en tension tout de suite avec des questions de liberté d'expression du chercheur en tant que chercheur, en tant que citoyen. Et donc ça, c'est des tensions extrêmement intéressantes à explorer. On ne peut pas gagner sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Si on ne veut pas qu'on ait un porte-parole de notre communauté, on renonce à la légitimité qui découle du caractère collectif de l'expression scientifique. Absolument. Mais je ne vois pas comment on peut gagner sur les deux tableaux. Oui. Juste un mot pour prolonger la question qu'a abordée Édouard Brézin il y a un instant. Vous avez soulevé beaucoup de problèmes intéressants et j'étais passionnée. Mais effectivement, personnellement, l'expert, vous avez parlé au fond des problèmes qui se posaient quand on essayait de résoudre les problèmes, une personne qui est obligée de croire à et une autre personne qui va donner une expertise sur ce point. Or, je crois quand même, il y a certainement des cas de ce genre, c'est intéressant, mais quand même, collectivement et pour la démocratie quand même, on voit bien qu'il y a toute une série de questions qui ne se posent pas seulement en état de crise. Que faire quand il faut répondre aux décideurs dans les 5 minutes? Je ne veux pas discuter de ça, c'est très très difficile. Mais il y a des questions, et c'est parfois les plus importantes, qui se posent une fois, 2 fois, 3 fois, et dans 1 an, et dans 3 ans, on en parlera encore. Et bien, sur celles-là, qui sont, je crois, l'essentiel, l'expertise collective plus ou moins vaste, c'est, à mon avis, je ne crois pas l'export individuel, point.
si vous voulez, forcément, il faut faire l'effort, soit de faire comprendre que c'est la collectivité qui s'est exprimée, et pour qu'on puisse croire ça, sans aller sur un travail de 20 ans et plus type GIEC, eh bien, il y a certainement des possibilités intermédiaires pour pouvoir vérifier qu'il y a un avis collectif. 2, que cet avis ne se répète pas dans une collectivité fermée. 3, qu'elle se renouvelle. 4, qu'elle a le contact avec la collectivité la plus large autour d'elle. Point. C'est ça que je pense. Oui, mais tout à fait. C'est vrai que le GIEC est l'exemple par excellence. Le GIEC est l'exemple par excellence d'une expertise collective, pour le coup. Mais le fait est que il y a une multiplication de la prise de parole des chercheurs dans l'espace public qui est individuelle. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait que les échanges aussi entre scientifiques débordent très largement les enceintes académiques, nous tirent à nouveau vers une expression plus individuelle. Donc là, après, c'est une question, qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes? Ne tweetez pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça se passe de plus en plus. Enfin, je ne suis pas du tout experte. Enfin, ça se passe de plus en plus hors des enceintes académiques et ça nous tire de plus en plus vers une prise de parole individuelle. Bien, merci Stéphanie. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est l'heure tourne, comme on dit. Je vous invite, merci pour ce débat qui était très riche. Je vous signale un numéro de Raison Présente, le numéro 217 qui a été consacré qui porte pour titre Crise et expertise en question, comment s'est constituée la légitimité du GIEC. Je ne vais pas vous lire tout le programme, mais qui répond aussi, qui permet de nourrir le débat qui s'est tenu ici. Le mois prochain, vous êtes conviés à une autre carte blanche, organisée cette fois par Jean Audouze, anciennement directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris. Cette carte blanche sera celle de Sébastien Maillard, qui dirige l'Institut Jacques Delors, et le thème aura pour titre « L'Europe ». C'est un prolongement de ce qui se dit depuis plusieurs cartes blanches d'ailleurs. L'Europe comme espace de recherche. Donc on est encore dans la discussion de la recherche. Et ensuite, c'est donc en novembre. Oui, c'est ça, en novembre, le mois prochain. Et en décembre, donc ce sera la dernière carte blanche de l'année, sera à nouveau une carte blanche de l'Union rationaliste qui sera présentée par Sylvestre Huet, et qui parlera du GIEC, non pas pour, encore une fois, exposer à nouveau les conclusions du GIEC, mais pour savoir ce qu'on fait après. Voilà, donc, passer à l'action politique ou autre. Ah, peut-être. Voilà, merci beaucoup, merci encore, et venez nombreux. Et bonsoir les internautes, nous espérons que vous nous rejoindrez pour revoir cette carte blanche sur YouTube.